De temps en temps, quelqu'un après mon séminaire dit « Je pense que vous parlez trop d'argent, de succès. » Et ce n'est pas là que se trouve la bonne vie. La bonne vie, ce n'est pas juste l'argent et le succès, et gagner beaucoup d'argent et bien réussir financièrement. Et je comprends cela vraiment. J'ai réfléchi à ces sujets toutes ces années, et je ne veux pas donner l'impression que viser uniquement l'argent ou le succès financier est là où se trouvent les vraies valeurs. Elles ne le sont pas. J'espère que dans mon séminaire, je n'ai pas mis assez de choses pour essayer de ne pas tromper les gens en pensant que je ne pense qu'au succès financier. Alors, M. Schmady, à mon avis, l'indépendance financière est un objectif louable. Il a dit, Jim, une fois que vous aurez résolu le problème de l'argent, vous ne pouvez pas imaginer les autres dimensions de votre vie sur lesquelles vous pouvez travailler. Une fois que vous aurez résolu le problème de l'argent, a-t-il dit, maintenant vous aurez plus de temps pour travailler sur certains autres projets de votre vie qui vont vraiment commencer à croître et à s'agrandir. Donc il a dit, pour cette raison, je pense que l'indépendance financière est un objectif louable. Je sais que cela fait partie d'une question morale. Il y a une phrase biblique qui dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Mais je suis sûr que la phrase est probablement plus correcte en disant « l'amour de l'argent ». Maintenant, lorsque j'ai commencé à recevoir certains de ces gros chèques de bonus au tout début, ma première expérience de l'argent, n'est-ce pas? Je ne m'inquiétais pas trop de savoir si cela allait me ruiner ou non. Un de mes amis, son ami riche, quand il a commencé à gagner beaucoup d'argent, a dit « Robert, je ne sais pas si je devrais te donner tout cet argent ou non. » L'argent a ruiné beaucoup de gens. Et Robert a dit « Essaye-moi juste une fois. » Je veux dire, voyons, donc nous sommes tous prêts à y aller, je suis sûr, cette première fois. Mais je sais que c'est une question morale. Parfois, c'est quelque chose avec lequel vous devez simplement lutter. Mais voici ce que j'ai découvert. L'indépendance financière n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez abandonner toutes vos valeurs pour acquérir. Vous n'avez pas à toutes les abandonner. Maintenant, vous pourriez, et cela serait stupide. S'il y a une demi-douzaine de valeurs majeures et que vous en abandonnez 5 pour en choisir une, voyez-vous, ce serait stupide. Mais à mon avis, vous n'avez vraiment pas besoin de le faire. Mais maintenant, dans la question morale, pour ceux qui me reprochent un peu de parler trop d'argent et de réussir financièrement, j'ai une autre question en réponse, en affinant mes compétences en débat. Et voici ma question. Si vous pouviez faire mieux, devriez-vous? C'est plutôt bon de mon côté du débat, n'est-ce pas? Si vous pouviez faire mieux, devriez-vous? Parfois, les gens utilisent la question morale comme une excuse pour être paresseux et ne pas s'améliorer. Puis, d'un autre côté, une partie de cela est juste le défi de voir ce que vous pouvez devenir, quel que soit le montant. Un homme m'a dit un jour, « Eh bien, Monsieur Rome, je gagne environ 50 000 $ par an. N'est-ce pas suffisant ?» Et j'ai dit, « Oui. C'est suffisant si vous atteignez votre plein potentiel. Mais si vous êtes capable de gagner un demi-million de dollars par an, vous êtes quelque peu un perdant, voyez-vous. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'étendue de votre portée qui compte. C'est ce que nous voulons faire, utiliser toute l'étendue de notre portée. Quel que soit ce montant, que ce soit 5 000 $ par an, merveilleux. Si vous vous étendez vraiment économiquement, en faisant de votre mieux, et que ces chiffres se révèlent être 5 000 $, merveilleux. Si c'est 50 000 $, merveilleux. Si c'est un demi-million, merveilleux. Tant que vous vous étendez, que votre capacité mentale et personnelle soit poussée à son maximum, peu importe ces montants, ce sont ces montants-là. Nenchoff avait cette philosophie simple. Jusqu'où devriez-vous aller? Réponse, aussi loin que vous le pouvez. Combien devriez-vous apprendre? Autant que vous le pouvez. Combien de livres devriez-vous lire? Autant que vous le pouvez. Combien devriez-vous gagner? Autant que vous le pouvez. Combien devriez-vous partager? Autant que vous le pouvez. Que devriez-vous accomplir?
autant que vous le pouvez. C'est une bonne philosophie. Que pourrais-je faire par rapport à ce que je fais déjà? Que pourrais-je faire pour élargir mon champ d'action? Suis-je pleinement employé? Bonne question. Et je pense que c'est la réponse à certaines des questions morales. Si vous utilisez correctement vos 8 heures et que vous vous étendez et que vous faites de votre mieux, quelle que soit cette quantité, c'est la quantité. Mais l'indépendance financière est un objectif louable si vous pouvez finalement mettre l'argent de côté comme étant un objectif majeur pour essayer de payer les factures. Monsieur Schoff m'a dit, Monsieur Rome, je pense que le seul moyen de se débarrasser de l'argent est d'en avoir beaucoup. Alors j'ai opté pour cela. Voici ce que j'ai aussi découvert. Le temps que vous avez déjà consacré au travail est suffisant pour devenir riche. Si vous travaillez 8 à 10 heures par jour, c'est à peu près ça. Vous ne pouvez pas en faire plus que 8 ou 10. Mais voyez-vous, si vous utilisez mieux ces 8 ou 10 heures et que vous doublez, triplez, quadruplez vos revenus, voyez-vous, ce serait bien. Juste une meilleure utilisation de celui-ci. Maintenant, voyez-vous, si vous commencez à sacrifier votre santé pour de l'argent et que vous travaillez 20 heures par jour et que vous mettez de côté tous vos amis et que vous vous éloignez de votre famille, voyez-vous maintenant, vous avez perdu toutes les autres valeurs pour n'en choisir qu'une seule. Et cela serait, à mon avis, vous priver. Mais l'indépendance financière, laissez-moi vous donner quelques indices sur l'indépendance financière, car une partie dépend du plan que vous avez. Ce n'est pas nécessairement à quel point vous travaillez ou à quoi d'autre vous sacrifiez pour y parvenir. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire cela. La plupart d'entre nous vivent assez longtemps, et surtout dans ce pays de prospérité unique, nous avons assez de chance pour résoudre assez rapidement, avant trop longtemps, les problèmes d'argent de notre vie. Une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens ne le font pas, c'est parce qu'ils fonctionnent avec le mauvais plan de point. Et voici la clé. Ce n'est pas tant ce que vous gagnez que ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Je pense, selon les dernières données, que la personne moyenne dans ce pays maintenant, au cours d'une vie de travail, gagne un demi-million de dollars. Moyenne. Au cours d'une vie de travail. La question est, à la fin de la vie professionnelle, où est-il? Maintenant, voyez-vous, certaines personnes l'ont et d'autres ne l'ont pas. Ils l'ont tous deux gagné, mais ils ne l'ont pas tous les deux gardé. Et une partie de cela, c'est simplement fonctionner avec le mauvais plan pour l'indépendance financière. Voici un bon livre à obtenir. Pour commencer à vous donner des idées, c'est L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. C'est un bon livre pour commencer sur l'indépendance financière. Une histoire sympa qui vous donne de superbes idées. Voici le thème du livre. L'homme le plus riche de Babylone a appris à vivre avec 70% de votre revenu net. C'est simplement un plan de suggestion. Apprenez à vivre avec 70% de votre revenu net, oui. Maintenant, le net signifie simplement après impôt, car c'est le seul argent que vous voyez de toute façon, n'est-ce pas? Jésus, maître enseignant, a dit « Payez d'abord César ». Et dans ce pays, César le prend avant même que nous le voyions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc César est payé. Mais voilà les instructions. Payez César en premier. D'accord. Donnez à César ce qui appartient à César. En traduisant cela dans le langage des enfants. Nous appelons cela le soin et l'alimentation de l'oie qui pond des œufs en or. Tout le monde doit apprendre le soin et l'alimentation de l'oie qui pond des œufs en or. Vous ne déchirez pas l'oie et ne la divisez pas. Les gars, ils m'ont donné une poignée de plumes. Oh non! Non, quelqu'un d'autre dit, ils m'ont donné une aile. Oh non, pauvre oie, n'est-ce pas? Nous n'aurons pas une oie très longtemps. Vous devez prendre soin et nourrir l'oie qui pond des œufs en or. Et vous dites, eh bien, l'oie mange trop. Eh bien, c'est peut-être vrai. Peut-être que nous payons tous un peu trop d'impôts, je suis sûr, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, le président essaie de trouver un moyen, par le biais du Congrès, de réduire nos impôts pour que l'oie ne mange pas trop.
Et chaque roi a une inclination à trop manger, n'est-ce pas? Donc le gouvernement dépense trop d'argent, loi est en surpoids. Je comprends cela. Mais nous sommes tous un peu en surpoids, n'est-ce pas? Et c'est juste une partie de la vie. Plus quelque chose dure longtemps, plus il a tendance à manger un peu trop, à s'indulger un peu trop, à essayer de rassembler un peu trop de pouvoir. Vous savez, c'est juste naturel. Et le gouvernement est de la même manière. Vous engagez quelqu'un pour être un domestique dans votre maison, et maintenant il veut prendre le contrôle. Ils disent « Non, je t'ai engagé pour sortir les poubelles, pas pour diriger la maison. » Mais avec le temps, non? Les gens rassemblent, vous savez, plus de pouvoir et tout le reste. Et ensuite, il faut corriger, remettre les choses en place. Tout doit être corrigé. Nos régimes alimentaires, nos vies, nos amitiés, le mariage, tout a tendance à dévier de sa trajectoire. Ça va plutôt bien, et ça commence à dériver, faut le ramener. Ça commence à dériver, ramenez-le. Ça commence à dériver, ramenez-le. Ça commence à dériver. C'est juste une partie de la vie. Donc loi mange trop, je comprends cela, et peut-être que nous payons trop d'impôts. Et le gouvernement dépense un peu trop notre argent, je comprends cela. Mais voyez-vous, Jésus a dit, vous devez prendre soin de César, parce qu'une partie de la responsabilité de César est d'être loi qui pond des œufs en or. Nous devons avoir une société. Nous devons avoir un gouvernement, sinon vous n'avez pas de marché. Et parmi les gouvernements du monde, nous devons nous protéger. Quelqu'un doit payer. Voyez-vous, cela ne me dérange pas de payer ma part du radar, vous savez, et d'embaucher quelqu'un pour le surveiller et s'assurer qu'il reste là-bas. Vous devez le faire. Monsieur m'a appris à être un contribuable heureux. Maintenant, c'était une toute nouvelle chose pour moi, être un contribuable heureux. Pas un contribuable réticent. D'accord, vous devez prendre soin et nourrir loi. Et dans ce pays, bien sûr, vous savez, pour une partie de nos revenus, peut-être que c'est un peu trop, mais payez-le quand même joyeusement. Vous savez, peut-être qu'ils arrangeront ça et que ça descendra un peu ou quoi que ce soit. Payez-le simplement avec joie pour savoir que nous devons avoir l'armée et la marine et la force aérienne et les sous-marins et les cuirassés. Nous devons montrer notre force. Nous devons être un leader parmi le monde libre. Vraiment, et tout cela doit être payé. Donc ça ne me dérange pas de prendre ma part, et tout le monde devrait payer sa part, à mon avis personnel. Les plus pauvres des pauvres devraient payer des impôts sur le revenu fédéral, même si c'est seulement $1 par an, pour qu'ils aient le sentiment de contribuer aux soins et à l'alimentation de loi, au lieu de juste recevoir. Ils contribuent également au moins $1 par an, les plus pauvres des pauvres, pour qu'ils aient le sentiment de contribuer à payer pour la sécurité et la sûreté du pays. Car voyez-vous, avec notre marine actuelle et notre armée de l'air et la structure gouvernementale et la sécurité que nous avons dans le monde, nous sommes en sécurité dans nos foyers, n'est-ce pas, où nous pouvons travailler et profiter du commerce, des possibilités, échanger des biens et des services, gagner de l'argent, nous amuser et faire la fête. Maintenant, si quelqu'un est prêt à faire tout ça là-bas pendant que nous sommes ici en train de nous amuser, de gagner de l'argent et de faire la fête, je ne suis pas contre prendre ma part de l'addition. D'accord, César d'abord, payez César en premier. Ensuite, ce qu'il vous reste après César doit être réparti. Et le livre L'homme le plus riche de Babylone vous donne quelques suggestions sur la manière de diviser votre argent et où le mettre pour que vous ayez un bon plan. Tout le monde a besoin d'un plan financier car voici comment vous finissez sûrement par être fauché. Dépensez tout ce que vous gagnez. Donc vous finissez juste fauché. Maintenant, à ces débuts là-bas, j'ai dépensé plus que je n'ai gagné. C'est pourquoi je suis en train de descendre chez Budget Finance pour financer le déficit de mes dépenses. D'accord. Quelques suggestions sur ce que vous pouvez faire avec l'argent qu'il vous reste maintenant après les impôts.
Premièrement, apprenez à être entreprenant. Les bénéfices valent mieux que les salaires. Tout le monde devrait transformer une partie de leur revenu, même s'il provient de salaires, en capital et devenir un capitaliste. Plus le pays devient sain, plus il y aura de gens qui deviendront capitalistes, et pas seulement en laissant les grandes entreprises être les capitalistes. Maintenant, le communisme enseigne que tout le capital devrait être entre les mains de l'État, et nous devrions le retirer des mains des individus, car ils sont trop stupides pour savoir quoi en faire. Nous voulons qu'ils se contentent de se présenter et de faire leur travail, et rentrent chez eux et se tiennent tranquilles, et nous nous occuperons du capital de l'État. Ils auront des idées que l'État ne peut pas avoir, et ils réagiront beaucoup plus rapidement que l'État, n'est-ce pas? L'État est toujours en retard de 2, 3, 4 ans, le gouvernement est toujours en retard, et il dépense toujours trop d'argent. Le capital devrait être entre les mains des individus. Maintenant, si vous n'utilisez pas le capital et devenez un capitaliste, et vous ne le faites pas, et vous ne le faites pas, et vous ne le faites pas, et tout le monde ne le fait pas, devinez quoi? Maintenant tout le capital commencera à aller vers l'État parce que la société doit survivre. Maintenant, ce ne sont là que quelques-unes de mes opinions personnelles, mais je suis en robe de bambin. D'accord? Je ne prétends même pas qu'elles sont justes. Je prétends simplement qu'elles sont mes opinions. De cette façon, je suis tranquille. Mais de toute façon, soyez un capitaliste. Assurez-vous d'avoir transformé une partie de votre revenu en capital pour que vous puissiez apprendre aux enfants à être entreprenants et capitalistes dès leur plus jeune âge. Juste de petits enfants. Un pour rouler et un à louer pour gagner de l'argent, d'accord? Et enseigner aux enfants comment gagner de l'argent. Pas seulement trouver un emploi. Apprenez-leur à être entreprenants. Apprenez-leur à vendre. L'un des meilleurs moyens d'apprendre la vie est tout simplement de sortir et de vendre quelque chose. Et les petits-enfants peuvent vendre. Apprenez-leur à acheter une bouteille de savon à 2 € et à la vendre 3 juste en bas de la rue. Votre marché est à côté. Vous n'avez pas à aller très loin. Apprenez aux enfants à frapper aux portes, à dire « Madame Brown, j'ai ce savon. C'est le meilleur au monde. » Apprenez-leur à faire ça. Et puis enseignez-leur tous les avantages d'être un enfant. Certaines personnes achèteront chez moi juste parce que vous êtes petit. Elles le feront. C'est un avantage. Et plus vous êtes petit, mieux c'est. Alors, apprenez-leur à être petit. Et vous devez vous dépêcher parce que vous ne serez pas petit pour toujours, d'accord? Sortez. Il ne coûte que 3 $, et c'est le meilleur qui soit. Et je suis votre voisin. Je peux prendre soin de vous. Vous devriez l'acheter. Et en plus, je suis petit. La dame Brown dit, « Eh bien, je vous remercie d'être passé. C'est vraiment gentil. J'apprécie ça. Mais regardez, j'ai déjà plein de savon. » Le petit enfant dit, « Eh bien, laissez-moi entrer et vérifier. » Voyez, les enfants n'ont pas peur de faire ça, n'est-ce pas? Je veux dire, ils savent comment surmonter les objections. Vous n'avez pas besoin de leur donner des cours. Ils sont incroyables. Maintenant, le petit enfant fait une vente. Il a 3 $. Maintenant, ce que vous devez faire, ce n'est pas seulement leur apprendre à gagner les 3 $. Comment obtenir les 3 $ en faisant une vente. Maintenant, vous devez leur apprendre quoi faire avec l'argent. Maintenant, c'est très simple quoi faire avec 2 $, n'est-ce pas? Mettez-les de côté pour que vous puissiez acheter une autre bouteille de savon. Elle dit, « Eh bien, ça a du sens, sinon vous feriez faillite. » C'est vrai. Et je sais que certains adultes manquent un peu de cette information, alors vous devez mettre de côté 2 $. L'enfant dit, si vous dépensez ça, vous finirez comme la plupart des gens, à 65 ans, fauchés. Et puis, emmenez-les dans cette partie de la ville où les gens ont 65 ans et sont fauchés. Et montrez-leur, laissez-les se promener dans le quartier, conduisez autour. Et l'enfant dit, eh bien, je ne veux pas vivre comme ça. Dites, bien, maintenant, voici ce que vous faites avec votre argent.
Vous devez juste montrer, parfois vous devez aller toucher et regarder et voir ce que vous ne voulez pas pour que vous fassiez des arrangements ici, pour ne jamais être là. Quel était ce petit film où ils emmenaient les enfants dans les prisons? Effrayant. Laissez-les visiter les prisons. Directement, ils regardaient autour d'eux, voyaient ces barreaux dans la prison, parlaient à certains des prisonniers. Et directement, ils ont eu quelqu'un pour dire « Quoi que vous fassiez, ne venez pas ici ». Maintenant, ce n'est pas un ministre qui dit « Ne va pas là-bas ». C'est l'homme qui dit « Ne venez pas ici ». Quoi que vous fassiez, laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Voici où je dois dormir. Je ne peux pas sortir. J'ai encore 15 ans à passer ici. Les yeux de l'enfant deviennent grands comme ça, disant « Je ne veux jamais finir ici ». Et pour nous tous, nous devons juste aller là où sont les gens qui ont eu le mauvais plan. Et c'est triste, n'est-ce pas? Regarder en arrière et dire « J'ai choisi le mauvais plan à l'âge de 20 ans, regardez où je suis. Qui m'a convaincu de ce plan? J'ai acheté le mauvais plan. » Alors l'enfant dit « D'accord, qu'est-ce que je fais de mon dollar? Dites, voici ce que vous faites avec votre dollar. 10 cents sont pour l'augmentation du capital. Et tout le monde devrait avoir le même plan. 10 cents sur chaque dollar devrait être pour l'augmentation du capital. » Maintenant l'enfant comprend ça tout de suite, dit « Eh bien, c'est vrai. Si vous économisez vos 10 cents et que vous pouvez acheter 2 bouteilles de savon au lieu d'une, vous vous épargnez un voyage, c'est vrai. Maintenant, non seulement vous vous épargnez un voyage, certaines personnes vous vendront 2 bouteilles moins chères qu'une. Vous achetez une bouteille pour 2 dollars. Ils vous vendent 2 bouteilles pour 3,8 dollars. Lorsque vous le vendez, vous gagnez plus d'argent. C'est vrai. C'est pourquoi vous devez accumuler votre capital, car tout le monde en bénéficie. Ils peuvent vendre 2 bouteilles au lieu d'une à la fois. Donc, c'est mieux pour eux, et c'est mieux pour vous, et c'est mieux pour tout le monde. Maintenant, vous commencez à enseigner le commerce, le capitalisme, comment gagner de l'argent, comment être responsable, et surtout quoi en faire. Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir extraordinaire qui réside en chacun de nous. Un pouvoir si profond qu'il peut façonner les destinées, construire des empires et transformer des vies. Ce pouvoir, mes amis, c'est le pouvoir des mots. Vous voyez, les mots ne sont pas seulement des sons qui s'échappent de nos lèvres ou des lettres griffonnées sur du papier. Ce sont les éléments constitutifs de nos pensées, les architectes de nos croyances et le fondement sur lequel nos actions sont construites. Vos mots ont la capacité de créer une vie d'un succès et d'un épanouissement sans pareil, où ils peuvent vous attacher à une vie de médiocrité et de désespoir. Le choix vous appartient, mais la responsabilité est immense. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact de vos mots? Chaque mot que vous prononcez, chaque phrase que vous prononcez a le pouvoir de façonner votre réalité. Vos mots ont le pouvoir d'inspirer, de réconforter et d'allumer les flammes de la passion en vous. Mais ils ont aussi le pouvoir de diminuer, de décourager et d'éteindre les rêves les plus brillants. Les mots sont comme des graines. Lorsque vous plantez des mots positifs et valorisants dans le sol fertile de votre esprit, vous favorisez la croissance de la grandeur. En revanche, si vous semez des graines de négativité, de doute et de peur, vous cultivez une terre stérile où les rêves se flétrissent et meurent. Ce n'est pas seulement à propos des mots que vous prononcez aux autres, c'est aussi à propos des mots que vous vous dites à vous-même. Les conversations que vous avez dans le silence de votre propre esprit sont tout aussi influentes, sinon plus, que les conversations que vous avez avec le monde. Les mots que vous utilisez pour vous décrire, vos capacités et votre potentiel façonnent votre image de soi. Votre image de soi, à son tour, détermine votre confiance, vos décisions et finalement votre destinée. Vous êtes le maître de vos mots, et donc vous êtes le maître de votre destin. Vos mots peuvent créer des opportunités là où il n'y en a pas,
transformer les obstacles en pierres de touche et ouvrir la voie vers un avenir au-delà de vos rêves les plus fous. Mais ce pouvoir vient avec une responsabilité de choisir vos mots avec sagesse, consciemment et intentionnellement. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir sur les personnes autour de vous, la manière dont vous pourriez élever leurs esprits, renforcer leur confiance et les inspirer à viser les étoiles. Prenez un moment pour réfléchir aux mots que vous avez utilisés, aussi bien dans vos interactions avec les autres que dans les conversations que vous avez avec vous-même. Sont-ils des mots d'encouragement ou de critique? Sont-ils des mots de croyance ou de doute? Sont-ils des mots d'amour ou de peur? Si vous constatez que vos mots n'ont pas été aussi valorisants, ne désespérez pas. La belle chose à propos des mots, c'est que vous pouvez les changer. Vous pouvez choisir de changer votre vocabulaire, votre dialogue intérieur et vos affirmations. Vous pouvez choisir de remplacer des mots comme « je ne peux pas » par « je peux », des mots comme « je ne suis pas assez bon » par « je suis plus que suffisant » et des mots comme « c'est trop difficile » par « je trouverai un moyen ». Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Faites-vous la promesse à vous-même et aux personnes qui vous tiennent à cœur d'être attentifs aux mots que vous utilisez. Utilisez vos mots pour construire, encourager et inspirer. Utilisez vos mots pour créer une vision de l'avenir que vous désirez. Puis, utilisez-les pour alimenter vos actions vers cette vision. Souvenez-vous, vos mots sont des déclarations à l'univers sur le type de vie que vous voulez vivre. Embrassez l'immense pouvoir de vos mots. Laissez-les être une source de force, de courage et de croyance inébranlable. Laissez-les être la force motrice derrière vos actions, le phare qui vous guide à travers les nuits les plus sombres et l'inspiration qui vous propulse vers de nouveaux sommets. J'ai confiance en vous et je sais que vous avez en vous le pouvoir de créer une vie vraiment extraordinaire. Dites votre vérité, dites-la avec conviction et regardez comment vos mots ouvrent la voie vers un avenir rempli de possibilités illimitées. Merci et que vos mots reflètent toujours la grandeur qui réside en vous. Mesdames et messieurs et chercheurs de grandeur, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour discuter l'un des principes les plus profonds qui peuvent façonner le cours de nos vies. La sagesse. Embarquons dans un voyage où nous dévoilerons l'essence de la sagesse, disséquerons sa signification profonde et explorerons le pouvoir transformateur qu'elle détient dans nos vies. Maintenant, mes amis, réfléchissons à cette vérité fondamentale. La connaissance est puissante, oui, mais c'est dans l'application de cette connaissance que sa véritable valeur est réalisée. Imaginez ceci. Un agriculteur avec un sac plein de graines possède la connaissance de la plantation, mais à moins qu'il ne se rende dans ses champs et ne cultive la terre, ces graines resteront dormantes, incapables de produire une récolte. De même, ce n'est pas seulement la possession de connaissances qui nous élève, mais c'est l'utilisation de cette connaissance qui nous propulse vers le succès. Pensez aux érudits et visionnaires à travers l'histoire. Ce qui les a distingués n'était pas seulement leur intelligence ou leur vaste connaissance, mais leur engagement inébranlable à appliquer ce qu'ils savaient. De Vinci, Edison, Einstein et tant d'autres, leur génie ne résidait pas uniquement dans leur intellect, mais dans leur poursuite incessante d'appliquer leurs idées pour innover, créer et changer le monde. Imaginez posséder les plans d'un magnifique château, les plans, les dessins, les détails complexes. Mais si ces plans restent enfermés, prenant la poussière sur une étagère, le château ne se matérialisera jamais. C'est le travail. C'est le travail. L'effort et l'action de construction qui donnent vie à ces plans. De la même manière, la connaissance est notre plan, et la sagesse est le château que nous construisons lorsque nous appliquons activement cette connaissance. Permettez-moi d'être très clair.
La sagesse n'est pas seulement savoir des choses, c'est les faire. C'est le pont entre l'information et l'action, entre la théorie et la pratique. Il s'agit de prendre ce que vous avez appris et de l'infuser dans vos décisions, vos actions et votre vie. Maintenant, comment déverrouillons-nous cette sagesse en nous? Cela commence par une soif de connaissance, une faim insatiable d'apprendre et de grandir. Lisez, explorez, recherchez des mentors, assistez à des séminaires, dévorez l'information, c'est la base sur laquelle la sagesse est construite. Cependant, ne laissez pas la recherche de connaissances devenir une entreprise passive. Il ne suffit pas de collecter des faits et des chiffres. Vous devez traduire cette connaissance en action. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y avait une fois un homme qui a passé des années à étudier les principes de la santé et du fitness. Il connaissait chaque exercice, chaque plan nutritionnel, chaque aspect d'une vie saine. Pourtant, il était en surpoids et hors de forme. Pourquoi? Pas appliquer cette connaissance. La sagesse lui échappait car il n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre sa connaissance en pratique. Mes amis, la sagesse demande du courage. Le courage de s'aventurer dans l'inconnu, de prendre des risques, d'embrasser l'échec comme une marche vers le succès. Elle demande de la persistance, la détermination inébranlable à continuer, à appliquer ce que vous avez appris malgré les revers ou les défis. Elle nécessite de l'adaptabilité, la volonté d'évoluer, d'ajuster votre approche en fonction des leçons que vous avez tirées. Rappelez-vous, la sagesse n'est pas une destination. C'est un voyage toute une vie. Chaque jour nous offre des opportunités d'apprendre, de grandir et d'appliquer ce que nous avons appris. C'est dans les petites actions cohérentes que la sagesse fleurit et transforme nos vies. Alors lorsque vous vous lancez dans votre voyage armé de connaissances, ne laissez pas celle-ci vous alourdir comme une possession inerte, mais élevez-vous comme un catalyseur de l'action. Appliquez ce que vous savez, franchissez ce premier pas, et que chaque étape subséquente soit guidée par la sagesse que vous cultivez par l'application. En conclusion, mes chers amis, embrassons cette vérité. La sagesse ne se trouve pas uniquement dans l'accumulation massive de connaissances, mais dans l'application courageuse, persistante et adaptable de cette connaissance. Que vous osiez appliquer ce que vous savez, et que la sagesse soit votre lumière guide vers une vie d'épanouissement, de réussite et de grandeur. Merci.